Très souvent, quand je rencontre un couple, ma curiosité est telle que je ne peux pas m'empêcher de poser ces questions. Vous êtes rencontrés comment? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Comment t'as su que t'étais amoureux ou amoureuse? Comment était la demande en mariage? C'est pour ces moments, ces échanges que j'ai eu envie de créer ce podcast. Alors bienvenue dans Yes I Do, le podcast qui t'emporte dans une vague d'émotions, de bonheur et surtout d'amour. Yes I Do, c'est le podcast pour rêver, vibrer et frissonner. Si vous souhaitez suivre l'aventure du podcast et les coulisses, je vous invite à suivre le compte Instagram yesido.podcast et n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute et me laisser un avis pour me soutenir dans ce nouveau chapitre. Hello Manon, Hello Carole, tu vas bien? ça va très très bien. Je suis très contente d'être là. Et toi? Bah écoute, moi aussi ça va super bien et je suis ravie de t'accueillir à mon micro pour la deuxième fois parce que tu as aussi partagé ton parcours d'entrepreneuse dans mon autre podcast, La Chronique des Ambitieuses. Donc je suis trop contente de t'accueillir une nouvelle fois pour parler d'amour cette fois. Ah mais moi aussi je suis trop contente. C'est ce que je te disais en off, je suis vraiment heureuse de pouvoir aborder des sujets comme l'amour, etc. Chose que j'ai pas eu vraiment l'opportunité jusqu'à présent, vu que c'était plus business focus ces 5 dernières années. Mais là, je suis prête. J'ai plein de choses à dire, j'ai plein de choses à partager. J'ai trop hâte d'en parler avec toi. Trop bien. Bah écoute, j'ai trop hâte de découvrir tout ça. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, donc moi c'est Manon, je suis de Belgique, j'ai 29 ans, bientôt 30, hein, fin de l'année, ça y est, je les ai, je passe le cap. Et ben écoute, je vis là, je suis dans la maison qu'on a achetée justement avec mon chéri, j'ai un chien, je suis Capricorne, que puis-je te dire d'autre? Voilà, c'est en quelques mots, je pense que ça me représente bien. Capricorne ascendant Gémeaux, pour les fans d'astro là qui nous écoutent, ça vous cerne un peu la, la personnalité. J'adore. Ah bah écoute, on est 2 à passer le cap des 30 ans, mais moi c'est dans moins de 2 semaines. Ah ouais! Et ça approche. Et comment tu te sens par rapport à ça? Pas du tout bien. Ah, pas du tout bien, OK, OK. En général, c'est l'un ou l'autre, hein. Ouais, écoute, on verra bien, mais j'avoue que pour le moment, j'appréhende plus ce passage qu'autre chose, mais c'est la vie comme on dit. C'est la vie et malheureusement, on ne peut vraiment rien y faire pour le coup. On a on n'a pas le choix que C'est d'avancer. ça, exactement. Pour, commencer, l'épisode, on va faire un petit, retour, en arrière dans ton enfance quand tu étais, petite fille. Est-ce que, tu peux nous partager, la vision de l'amour que tu avais quand tu étais, quand tu avais, tu vois, 7 ans par exemple? Est-ce que, tu rêvais, du grand amour, de te marier, d'avoir des enfants, toutes ces choses-là? Ou, pas forcément? Alors si, totalement. Je pense comme, beaucoup de petites filles, hein. Moi, je suis ce que j'appelle une enfant Disney. Voilà. Parce que j'ai été biberonnée au Disney depuis plus loin que je m'en souvienne, à mon avis, depuis le moment où c'était acceptable d'avoir un enfant devant la télé. Et c'est vrai que déjà, ben, moi, j'ai été bercée par ces histoires de princes, de princesses, d'amour, de contes de fées, tout ça. C'est des choses que je dévorais. Je dévorais des yeux. Et puis, il y a une anecdote que j'adore raconter parce que je pense que ça a vraiment joué un rôle énorme dans ma vision de l'amour. C'est lorsque j'avais 5 ans, mes parents m'ont emmenée voir la comédie musicale de Roméo et Juliette. Alors, j'avais que 5 ans, hein, mais je m'en souviens comme si c'était hier. C'est un des rares souvenirs qui est vraiment très très clair dans ma tête, où je me vois dans les gradins, où je vois les comédiens sur scène. Et en fait, c'est simple. Je pense que j'ai été tatouée Roméo et Juliette sur mon cœur parce que à partir de ce moment-là, j'ai rejoué toute la comédie musicale au grand malheur de mes parents tous les soirs jusqu'à, je pense, mes 8 9 ans. Voilà. Donc j'étais vraiment, Ah non, j'adore. ah non, mais j'étais addict. Je me souviens, ma grand-mère m'avait cousu une robe aussi, un peu une robe de princesse, qui m'allait du coup parfaitement à mes 5 ans. Et ben, dis-toi que je l'ai mise jusqu'à mes 8 ans, même quand les manches m'arrivaient milieu des bras, tellement elle était petite pour moi, tu vois. Mais il fallait que je reste Juliette, il fallait que je continue de faire vivre ce conte de fées que j'avais trouvé merveilleux. Déjà aussi au niveau de la musique, etc. Parce que Disney, Roméo et Juliette, comédie musicale. Moi, je chante depuis toute petite, donc j'étais amoureuse. Mais évidemment, Roméo, quoi. De nouveau, cette histoire de trouver son prince, son Roméo.
Donc je pense que dès petite, j'ai été, comme on dit, tu sais, amoureuse de l'amour. Moi, mes aspirations à ce moment-là, c'était de trouver mon prince et oui, de me marier, un grand mariage, l'amour fou, quoi. L'amour fou des contes de fées. Voilà. Donc merci papa et maman parce que vous m'avez conditionnée. Et c'était quoi ton Disney préféré quand t'étais petite? Cendrillon. Mais depuis, ça a changé. Mais c'était Cendrillon, sa belle robe qui brillait. J'adorais le fait qu'elle se transforme à minuit. Je trouvais ça incroyable, incroyable. Pour aller rencontrer le prince, justement, et puis qu'après, il la retrouve grâce à une pantoufle de verre. Non, mais c'était fou. Ah oui, bah, le conte de fées, quoi. Mais oui, c'est ça. Et aujourd'hui, tu vois, c'est Pocahontas. C'est plutôt la nana aventurière qui se bat pour ses convictions. Oui, elle est amoureuse, mais elle reste quand même auprès des siens, même si son amoureux part de l'autre côté du monde. Donc, ça a évolué, mais on part de Cendrillon de base. J'avoue, j'adore Pocahontas aussi. Ah oui. Ah non, mais tu sais que je le regarde au moins une fois par an et je le mets à fond, avec la musique à fond, parce que je trouve ça magnifique. Et chaque fois, je suis là, mais il est incroyable ce Disney. Il vieillit très bien, tu vois, comparé à peut-être à d'autres. Vraiment, lui, Ouais. je l'adore. C'est un de mes potes préférés aussi. Ouais. Ah, trop bien. Et du coup, comment a évolué cette vision de l'amour, tu vois, au fil des années? On parle souvent, tu vois, de la période du collège, de l'adolescence aussi, et le début des études parfois. Comment cette vision de l'amour, elle a évolué pendant toute cette évolution, toi, dans ta vie de jeune adulte? Disons que, du coup, j'ai débuté mon adolescence avec des étoiles plein les yeux, hein, vu que, je sortais d'une enfance où clairement comme je te dis, je me dopais au Disney, au Prince Charmant et cetera. Donc moi, je suis arrivée à l'école, en me disant, allez, j'avais 12 ans, 11-12 ans et je me disais déjà, «Bon, OK, il faut que je trouve mon premier copain parce que là, il est temps de commencer mon conte de fées, quoi». Donc j'étais arrivée, oui, dans ce tout nouvel environnement avec plein de nouveaux élèves, etc., que je connaissais pas. Et directement, moi, dès qu'un garçon me regardait plus de 5 secondes, je pense que j'avais mon petit cœur qui s'affolait. Quand j'y repense, je me dis, mais calme-toi, ma chérie, t'inquiète, tu n'as que 12 ans, calme-toi. C'était vraiment une vision de l'amour, quoi, vraiment, en disant, en plus, mes parents sont toujours ensemble, tu sais, donc contrairement à certains camarades qui avaient leurs parents divorcés parfois depuis la naissance, c'est vrai que moi, j'avais cette idée de, non, en fait, c'est possible, et peut-être que je vais le rencontrer maintenant, et peut-être que ça va être un amour de toujours, et tout ça. Oui, à 13 ans, j'ai eu mon premier petit copain. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré le temps d'un été, et on s'était vus 2 fois, donc... À la rentrée, il m'annonce que écoute, c'est terminé parce qu'en fait, on s'est pas vu beaucoup. Je sais plus ce qui m'avait sorti et je me souviens déjà qu'à ce moment-là, mon cœur était en miettes. Et après, par contre, je me suis vite remise en couple avec un garçon cette fois-ci qui avait 2-3 ans de plus que moi. Donc à cet âge-là, je trouve que de nouveau, je me rendais pas compte, mais à cet âge-là, la différence était quand même assez importante au niveau même psychologique. Tu sais, fille de 13 ans et un garçon de 16 ans, ça n'a pas la même vision de la vie. Voilà, ça grandit différemment. Mais je suis restée 2 ans. Et en fait, après, j'ai fait qu'enchaîner les longues relations. Okay. Donc cette première relation de 2 ans, elle m'a brisé le cœur. Donc en fait, mes rêves de petite fille, ils se sont vite rendus compte que tout n'était pas un conte de fées, justement. Donc j'ai vécu un amour très passionnel, un premier amour très passionnel avec cette personne, même trop passionnel, j'ai envie de dire. Et puis, de nouveau, quand ce garçon m'a quittée, là, c'était la fin du monde. Et donc, à partir de ce moment-là, je me souviens qu'il y a eu un switch en me disant, ah en fait, c'est peut-être pas comme les Disney, c'est peut-être pas aussi beau, aussi joli, parce que moi, les princesses, je les vois pas pleurer à cause du prince. Je les vois plutôt pleurer à cause de la méchante belle-mère, à cause de la méchante tout court, du méchant, mais pas du prince. Donc, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Mais malgré ça, je restais très avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup d'amour dans les yeux. Je me disais, bon, écoute, c'est pas grave, ce sera le suivant. Ce qui fait qu'au final, je fais partie de ces gens, tu sais, qui ont toujours été en couple. Donc moi, depuis mes 13 ans, donc ça a commencé tôt, hein, mais j'ai toujours été en relation, et souvent des longues relations. Et à chaque fois, en fait, j'affinais, enfin, je comprenais ce qui se passait, je comprenais pourquoi ça fonctionnait pas. Et je pense que ça m'a permis aussi de bien me rendre compte, finalement, ok, tout n'est pas conte de fées, déjà, c'est important de savoir. Mais aussi, ça m'a permis énormément d'en apprendre plus sur moi-même, sur ce qui me correspondait. Mes relations du début étaient catastrophiques. Et petit à petit, c'est devenu chaque fois de très belles relations
qui se finissait pour Y raison, mais très apaisée, très sereine, très calme, jusqu'à aujourd'hui où ben là, moi je me dis que j'ai trouvé, ça y est, mon prince charmant. Là, c'est l'homme de ma vie, ça fait 6 ans qu'on est ensemble, on a notre maison, on a notre chien, tout se passe bien. Et donc voilà. Mais il m'a fallu, c'est vrai, un petit peu cette déconstruction de cette idéologie très fleur bleue finalement, mais tout en gardant quand même cette part d'étoile, parce que je pense que ça fait partie du jeu aussi, quoi. De se dire, bah en fait, ok, là ça n'a pas fonctionné, mais la prochaine, on verra, et peut-être ça fonctionnera, et si ça fonctionnera pas, c'est pas grave, ce sera la prochaine, et ainsi de suite. J'adore et je comprends aussi tout ce que tu racontes et ce que tu partages. Et c'est clair que bah, forcément, plus tu vis des relations, plus ça évolue, plus aussi tu prends en maturité, etc. Et plus tu sais ce que tu veux. Et c'est vrai que quand on se rend compte, je pense que la première rupture où on se rend compte que finalement, c'est pas comme dans les Disney, mais que des fois, on va aussi souffrir, ça peut faire mal. Mais je pense que c'est aussi comme ça que on arrive à créer quelque chose qui nous ressemble et qui ressemble aussi surtout à la vraie vie. Oui, c'est ça, c'est la vraie vie. Comme tu dis, on n'est plus dans la fiction, on n'est pas dans les dessins animés ni rien. Et je pense que c'est ça au début qui m'avait pas mal interpellée, c'était de me dire, ah mais en fait l'amour ça fait mal. c'est pas c'est pas que guimauve, que bisounours, non, ça peut faire très très mal. Même moi je me souviens justement mon premier amour quand il m'a dit que c'était fini. En plus, maintenant que j'y repense, il m'a quitté au même endroit que mon tout premier copain, tu sais, où ça avait duré juste l'été. Donc, il y avait un truc un peu répétitif là. C'était le même endroit, la même place. Mais je me souviens quand il m'avait dit c'est fini, je devais me retenir de vomir. Tellement, en fait, il y a eu un choc dans mon corps de me dire waouh, cataclysme, en fait. Tu vois, de se dire ok, là, il est en train de me dire que mon conte de fées, il se termine. Pourtant, je le sentais venir. Enfin, je veux dire, tu sais, en général, tu vois venir la rupture. Mais oui, à ce moment-là, quand il m'a dit les mots, je me souviens que j'étais plus concentrée sur ne lui vomis pas dessus, bien qu'il l'aurait mérité, que vraiment process ce qui était en train de se passer devant moi, tu vois. Mais c'est aussi, je trouvais, enfin, en y réfléchissant maintenant, je me dis waouh, c'est aussi assez incroyable au niveau du corps ce qui se passe, parce que l'amour c'est pas que dans la tête, et c'est là que tu le vois aussi. Bah, de toute façon, quand on parle des papillons dans le ventre, voilà, quand tu peux pas t'empêcher de sourire, c'est des réactions très naturelles du corps. Et ben là, pour le coup, c'était aussi assez violent, mais dans l'autre sens, quoi. Et ça, c'est la première fois que j'expérimentais ça. Et je me souviens à un moment que je m'étais dit la fameuse phrase: «OK, je veux plus jamais souffrir comme ça, c'est fini! Finalement, l'amour, c'est pas pour moi». Et après, ouais, après ça a vite été remplacé par le nouveau. Mais bon. Je comprends. Et du coup, avant de rencontrer ton chéri, dans quel état d'esprit tu étais? Bah, c'est marrant parce que justement à ce moment-là, moi j'étais donc ça faisait longtemps que j'avais enchaîné les relations, comme je te disais, souvent des longues relations de 2 ans. Et donc la personne juste avant mon copain actuel, lorsque c'était terminé, je me suis dit: «OK, maintenant tu fais une pause». Maintenant, je pense que j'avais quoi? J'avais 23 ans, un truc comme ça, et je me suis dit: «Maintenant, pause, tu jamais vraiment profité de ton célibat, même juste rester avec toi-même», tu vois? Tu sais pas vraiment ce que c'est d'être juste toi et d'évoluer dans ta vie de manière indépendante sans un partenaire ou quoi. Donc je me suis dit, ok, vas-y, cette fois-ci, célibataire. À la limite, voilà, je m'amuse un peu si l'opportunité s'y prête. J'étais pas fermée à cette idée de faire des petites rencontres comme ça, mais rien de sérieux. Je voulais vraiment me détacher de cette relation de couple long terme. Et je pense que ça a duré 5 mois. Et puis, et puis j'ai et puis j'ai rencontré mon chéri, mais du coup, quand je l'ai rencontré, de nouveau, j'étais dans cet état d'esprit de rien de sérieux, tu vois? Juste, je prends les choses telles qu'elles viennent, et lui était dans le même état d'esprit aussi. Lui aussi était, il sortait aussi d'une relation plus ou moins en même temps que la mienne qui s'est terminée. Donc on était un peu pareils. Donc la première fois qu'on s'est rencontrés, on était sur cette même longueur d'onde, et je pense que c'était pas plus mal parce que, vraiment on a abordé notre relation qui juste à présent était juste 2 personnes qui se rencontrent, sans aucune pression derrière, sans la pression de justement moi me dire oh là là, il faut vraiment que je sois à mon max pour lui plaire, ça peut être mon futur copain, etc. Et lui pareil, je pense de son côté il était très tranquille aussi, et au final
Mais je pense que, c'est un des meilleurs démarrages de relation que j'ai eu. C'est-à-dire que ça s'est fait doucement, mais on a vraiment eu l'occasion, en fait, de se découvrir sans filtre, dès le début, sans fioritures, sans tu vois? Parce qu'il y avait pas cette pression derrière de, se dire: «Oh, je dois être en couple avec cette personne». Donc ça, c'était l'état d'esprit, de notre rencontre et c'était la seule où ça s'est passé comme ça, donc tu vois? J'adore. Tu étais dans un bon état d'esprit et du coup, comment tu as rencontré ton chéri? Eh beh, j'ai rencontré mon chéri sur, la fameuse appli de rencontre Tinder. Et bah, du coup, là aussi, c'est drôle. Il y a aussi une anecdote, c'est que, de nouveau, comme moi, j'ai tout le temps été en couple, j'avais jamais eu l'opportunité de télécharger ce genre d'application. Et c'est mes copines qui me disaient, allez, maintenant t'es célibataire, teste, tu vois, ça va être rigolo, tu vas voir, on va swiper ensemble. Enfin, bref, un truc de girls, tu vois. Donc je dis, ok, je télécharge. Je regarde un petit peu. Bon, y a pas vraiment de garçon qui attire mon attention. À ce moment-là. Puis, à un moment, je le vois passer, lui. Je regarde un petit peu ses photos, je dis ok, c'est pas mal, j'aime bien. Donc je swipe et je vois que c'est un match. Et en fait, moi, du coup, c'était le premier match de mon application. Parce que ça faisait vraiment pas longtemps que je l'avais. Je te dis, il y en a plein qui m'intéressaient pas. Et lui, je le swipe et hop, premier match. Je dis, ah, bah, trop cool. Et ce que je savais pas, c'est que de son côté, j'étais aussi son premier match sur l'application. Et donc, parce que lui aussi venait de... Bon, lui, il avait déjà installé une première fois, mais c'était la première fois qu'il l'a réinstallé depuis sa rupture. Et donc, on a été mutuellement nos premiers matchs. Ça me fait trop rire parce que je me dis, si un jour on a des enfants et qu'on raconte ça, notre rencontre, c'est quand même moins, moins romantique. Tu sais que nos parents qui se disent, ah, on s'est rencontrés à l'école, ou nos grands-parents, c'était dans un bal, ou des trucs comme ça. Puis je me dis, au final, c'est quand même drôle. C'est avec notre temps aussi. Donc bon, les choses changent et évoluent. Mais donc, ouais, moi, c'était ma première fois sur une appli de rencontre et bah, c'était une très bonne expérience, hein, 5 étoiles. Pas de souci. Et puis on s'est vite rencontrés en vrai, en fait. Sauf que, bah, comme je te disais, au début, on était sans pression. Et donc, il a fallu, entre notre première rencontre et vraiment le moment où on s'est mis ensemble, je pense qu'il y a eu 3 mois entre les deux. Donc, on a eu quand même, tu vois, ce petit temps où parfois on se parlait beaucoup, parfois on se parlait même plus du tout, hein. Et puis, finalement, les choses ont fait que on s'est recontactés, on s'est dit, bah, tiens, ce serait cool de se revoir encore. Et puis, c'est vraiment à cette période-là, et je suis contente que ça se soit passé à cette période-là, parce que en y réfléchissant de nouveau, tu sais, je me dis, mais le timing était parfait, parce que si on s'était mis ensemble juste après notre première rencontre, je pense qu'on n'aurait pas été justement dans le bon état d'esprit, ou dans le bon... Enfin voilà, moi, il y a des choses qui se sont passées entre-temps, et je me dis, bah, ça se serait pas passé non plus si j'étais pas avec lui, enfin si j'avais été avec lui, enfin bref, il y a plein de choses. Et donc au final, quand on s'est revus, je trouvais que c'était très différent, et moi, j'ai vite développé des sentiments. Et donc, bah, je lui ai dit. Et la première fois, il m'a dit, bah écoute, moi je sais pas trop, parce que lui il avait peur en fait de se remettre directement dans une autre relation après sa dernière. Donc il m'avait dit au début, il m'avait dit, bah écoute, je sais pas trop. Donc moi c'était horrible. Je me suis vraiment dit, ok, donc là je me prends un râteau, merde. J'avais mon petit cœur en miettes, tu sais, j'écoutais Angèle à fond. Je sais pas si tu vois la musique les matins, mais c'est une musique super déprimante. Et j'écoutais ça. Sauf que ça a duré 3 jours, parce que 3 jours après, il me disait, non, mais en fait, je pense que j'ai des sentiments aussi, parce que j'ai vécu ces 3 jours où on s'est pas parlé comme une mini rupture, alors que on n'est pas ensemble ni rien. Donc il m'a dit, c'est que j'ai des sentiments aussi. Ok, give it a go, on essaye. Et puis bah voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui, quoi. Donc c'est bien. Bah alors attends, parce que je vais revenir sur quelque chose que tu as dit. Du coup, tu as avoué tes sentiments dès que tu as senti que tu en avais. Ouais, en fait, je sentais que ça commençait à arriver, et moi, je sais, mes sentiments, je peux pas les cacher, en fait. J'arrive pas. Donc, je me suis dit, écoute, prends ton courage à deux mains et dis-lui. Dis-lui, parce que peut-être tu passes à côté de quelque chose à vouloir faire semblant que non, non, c'est pas sérieux, etc. Je veux dire, ok, t'as voulu être célibataire pendant quelques mois, mais là, tes sentiments, ils te disent que cette personne, elle est importante pour toi et que t'as envie d'aller plus loin. Donc oui, c'est moi qui ai fait le premier pas, entre guillemets, de dire, bah écoute, voilà comment moi je ressens les choses. Je te laisse ça là, t'en fais ce que t'en veux, mais au moins c'est sorti, quoi. Bon, je m'attendais pas à cette réponse, mais ça va. Il m'a pas fait attendre trop longtemps. Non, mais en vrai, j'adore et enfin, tu vois, c'est rare d'entendre ça et je trouve ça hyper courageux. Et surtout de dire ses sentiments parce que tu vois, tu dis, ouais, quand on s'est rencontrés, c'était plus une relation où pas de pression, etc.
Et puis, bah, au moment où tu t'es rendu compte que tu avais des sentiments, bah, tu lui as dit, en prenant le risque que ce soit pas réciproque, mais au moins tu le dis et tu perds pas, entre guillemets, ton temps Mmh. à continuer une relation si ça va pas dans les deux sens. Ah mais ça, j'aurais pas pu. Moi, il y a un moment, si les sentiments prennent trop le dessus, je sais que, bah, je vais me faire souffrir, tu vois? Parce que, ça veut dire voir l'autre, espérer que ça aille plus loin. Sauf que comme tu dis, bah, en fait, je pense que déjà, on n'a pas le temps pour ça, hein. Moi, j'ai envie de soit que les choses, elles avancent, soit je passe à autre chose. Et puis oui, j'avais pas envie de faire semblant, j'avais pas envie de devoir me retenir, j'avais pas envie de, tu sais, le voir et puis rentrer à la maison et me sentir pas bien parce que me dire: «Bah, mince, j'ai quand même envie de savoir, si ça pourrait donner quelque chose ou quoi». Donc non, c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis pas trop posé la question, en fait, de: «Est-ce que je lui dis? Est-ce que je lui dis pas?» Comme tu dis, je me dis: «Beh, je prends le risque, en fait». Parce que de nouveau, beh, si ça marche, si c'est réciproque, beh, heureusement que je l'ai fait maintenant. Pourquoi attendre plus longtemps? Heureusement, au moins ça peut commencer dès maintenant. Et s'il me dit que non, beh, comme ça est comme il m'a dit au début, bah, oui, j'étais super triste, mais du coup, ce que je lui ai dit, c'était, «OK, j'entends, il y a pas de souci, de toute façon, c'est pas toi qui contrôle ni rien». Mais je lui ai dit: «Par contre, du coup, je préfère qu'on se voit plus et qu'on ne se parle plus parce que sinon ça allait me faire du mal aussi». Donc ça, je lui ai dit: «OK, il y a pas de souci, mais du coup, bah, voilà, c'était sympa, merci, pour pour ce chouette temps passé ensemble, mais du coup, là, maintenant, on coupe les ponts, quoi». Et je crois que lui, c'est ça qui lui a fait aussi le petit électrochoc où il m'a dit: «Bah, en fait, tu m'as grave manqué pendant seulement ces 3 jours», et j'ai vécu ça comme une mini rupture. Et du coup, derrière, j'étais là: «Hi hi hi, c'est bien, j'ai fait ce qu'il fallait». Et au final, tout s'est mis en ordre, quoi. J'adore, mais c'est exactement, tu vois, c'est trop bien ce que tu partages comme message, c'est bah, ne pas cacher ses sentiments et ne pas les garder pour soi parce que dans tous les cas, si tu dis pas tes sentiments et que au final, la personne te fait la même chose, bah, tu vas sourire parce que tu vas penser que peut-être c'est pas réciproque et cetera. Si tu dis tes sentiments mais que la personne elle est pas sur la même longueur d'onde, bah, ça va s'arrêter, ça va te faire souffrir, mais au moins tu vas pas perdre ton temps. Enfin, en fait, je trouve qu'il y a que du positif à avouer et franchement, mais vraiment moi j'admire parce que c'est pas forcément simple de le faire et surtout tu vois, de faire le premier pas, comme tu dis, en tant que femme, c'est pas évident. Donc, vraiment, bravo. Merci. Ah non, mais parce qu'en fait, je lui en avais touché un mot, puis après, je me suis dit: «Non, je vais lui envoyer un message», parce que moi, j'arrive beaucoup mieux à, tu sais, canaliser mes mots, et cetera, par écrit. Et donc, je dis: «Oh, en plus, comme ça, si je me prends un râteau, c'est pas en face à face, donc je vais faire ça comme ça». Mais je me souviens, j'écris le message, j'envoie, je coupe mon téléphone. J'étais en mode avion tout de suite. J'étais: «Ah non, non, il me faut un peu de temps pour, me rendre compte de ce que je viens de faire», mais j'étais contente de l'avoir fait, tu vois? Et c'est vrai que, comme tu dis, c'est vrai que parfois, en tant que femme, on a tendance peut-être à ne pas vouloir gâcher quelque chose de potentiellement, qui pourrait potentiellement arriver. Donc on veut pas gâcher, la relation qu'on a pour l'instant avec l'autre, en avouant ses sentiments, parce que je pense que c'est aussi quelque chose qu'on quelque part on nous a un petit peu inculqué malgré nous, c'est que, tout ne doit pas être dit, ou attention de pas faire fuir les garçons avec trop de sentiments. Quand ils pensent 2 secondes, c'est complètement aberrant d'ailleurs de se dire que, tu as ce genre de pensées qui peuvent venir. Mais je sais que moi, à un moment, ça a été le cas. C'était, je me dire, ben non, il faut pas trop montrer aux garçons qu'on est amoureuse ou qu'on a des sentiments, etc., parce que ça peut les faire fuir, parce que les garçons ont peur des émotions, parce qu'ils les fuient eux aussi. En fait, non, non, quand c'est la bonne personne, quand tu le sens, je pense que c'est important de le faire. Et quand bien même la personne en face de toi, oui, ça l'a fait fuir. Mais j'ai envie de te dire, tant mieux, Mago, tant mieux qu'il fuit si tu lui montres tes sentiments, parce que merde, c'est pas quelqu'un pour toi, du coup, parce que t'as pas envie d'être avec quelqu'un qui fuit ton amour ou qui fuit ce que tu pourrais éprouver. Enfin, non, en fait. Donc, les filles, prenez votre courage à deux mains, et quitte à vous mettre en mode avion après, comme moi, mais dites ce que vous avez sur le cœur, parce que ça mérite d'être entendu, en fait. Ça mérite d'être partagé, d'être libéré. Vous devez pas garder ça pour vous. Franchement, 100% d'accord, je valide, j'adore. Mais vraiment, j'adore. Merci vraiment parce que c'est un trop beau message. Je vais le partager au plus grand nombre avec ce podcast et j'en suis mais trop contente. Ah, j'adore. Très heureuse de participer à cette cause. Et du coup, bah, justement, tu disais que tu vois, tu t'étais rendu compte que c'était potentiellement la bonne personne. Qu'est-ce qui a fait, tu vois, ce switch entre je l'apprécie, on se voit, etc. et
là, je sais que j'ai envie de quelque chose de plus avec lui. De nouveau, je pense que c'était très physique. C'est le corps qui parlait beaucoup. Dès que je le voyais, j'avais, comme je te disais, les petits papillons dans le ventre. Quand j'étais près de lui, j'avais envie de rester collée à lui. Vraiment, j'avais envie que on ne fasse qu'un. C'est trop bizarre à dire, mais j'avais besoin de ce contact, en fait. Tout le temps, j'avais besoin de me sentir collée à lui. Et dès qu'il riait, j'avais un sourire jusqu'aux oreilles. Dès qu'il me regardait, j'avais des frissons. Enfin, ouais, en fait, moi, je pense que je fonctionne beaucoup au ressenti physique. Et là, ça criait de tous mes pores, tu vois. J'étais vraiment en mode, oh, il est incroyable. Et j'ai même envie de dire que, du coup, comparé à d'autres relations où j'ai pu, moi, comme je te disais, je tombe vite amoureuse parce que je suis une amoureuse de l'amour. Mais jusqu'à présent, je pense que souvent, ça avait été mental, où j'idéalisais la personne, où je me disais, waouh, ce serait trop bien, je faisais des projections, j'étais, ah, j'adorerais être sa copine, ou j'adorerais qu'on soit ensemble, ce serait génial, etc. Tandis que là, avec mon copain, il y avait de ça, mais il y avait beaucoup, beaucoup de physique. Il y avait vraiment ce truc de... c'était comme un magnète, en fait, c'était comme un aimant. Et je me sentais aimantée à lui, et je me disais, non, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Comment ça fonctionne tout ça? Je comprends pas. Donc moi, je pense que c'est vraiment ça. Et puis le fait que quand j'étais à côté de lui, j'étais hyper sereine. De nouveau, au niveau du corps, je sentais que tout se relâchait, que je lâchais prise, que je me sentais en sécurité, que je me sentais apaisée. Je dormais bien. Oui, j'étais bien. Pourtant, tu sais, il y avait la vie professionnelle à côté, le boulot, etc. Où t'es pas toujours super bien, t'es stressé, etc. Dès qu'on se voyait, dès qu'on était ensemble, vraiment, mon corps de nouveau parlait pour moi et je pouvais totalement lâcher prise. Et ça aussi, ça a été un gros indice. Et puis, ouais, après, t'as les ressentis inexplicables, entre guillemets, où tu te dis, tu le regardes avec des cœurs dans les yeux, mais de nouveau, c'est pas les cœurs dans les yeux de j'idéalise quelque chose, c'est de je le sens profondément, en fait. C'est très dur à mettre des mots là-dessus, mais c'est un ressenti dans tout le corps. Et moi, je le voyais à tous ces niveaux-là. Donc, ouais, c'était physique, en fait. Et du coup, donc, une fois qu'il te renvoie ce message en mode, bah, finalement, j'ai réfléchi, tu m'as manqué, j'ai vécu ça comme une mini-rupture. Comment votre relation s'est construite? Comment elle a évolué? Qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années? Beaucoup, beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses. Mais déjà, quand je reçois le message, je saute de joie, hein. Je pense que c'est un des moments les plus heureux que j'ai vécu à ce moment-là. Parce qu'en fait, je m'y attendais pas du tout, déjà. Moi, c'était dans ma tête, Angèle, dépression, ok, c'est bon, move on, on fait notre deuil et puis on passe à autre chose, mais j'étais mal, quoi. Justement, j'avais vraiment du mal, alors que de nouveau, c'était pas une rupture comme avec les anciens où ça faisait 2 ans qu'on était ensemble, mais pourtant ça me faisait aussi mal, quoi. Donc j'étais là en mode, bon, ok, ça c'est pas cool du tout. Donc quand il m'envoie ça, évidemment, moi au début j'ai du mal à y croire, et puis je me dis, mais, d'ailleurs je lui pose la question, je dis, mais du coup, on se met en couple ou, enfin, je comprends pas trop, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, mais oui, oui, on essaye, viens, on essaye. De là, en fait, tout s'accélère. Je pense qu'un mois plus tard, il me présente à ses parents. C'est lui qui dit le premier je t'aime. Donc, en fait, je pense que lui, et d'ailleurs, c'est ce qu'il m'a raconté aussi, je pense qu'il s'empêchait de lâcher ses sentiments justement par peur que ce soit trop rapide après son ex-copine. Parce que, contrairement à moi, généralement, qui, entre guillemets, j'enchaînais, donc j'avais pas trop de temps de célibat. Souvent, je retrouvais quelqu'un sans réellement le vouloir, mais à chaque fois, j'enchaînais les grandes relations. Lui, par contre, il avait vraiment besoin de ces périodes sans personne, tu vois. Et donc là, je pense que ça a été rapide pour lui, et il a eu peur de se mettre avec moi et d'inconsciemment se dire que c'était pour oublier son ex. En fait, ça, je trouve ça vraiment... Quand il m'a expliqué ça, je me suis dit, mais émotionnellement, c'est très mature de sa part de se dire, tiens, je veux pas risquer de me précipiter dans quelque chose parce qu'on sait jamais, que ce soit trop, trop rapide, trop ci, trop ça. Et puis au final, lui s'est rendu compte que non, qu'il s'empêchait totalement. Et donc quand il a dit OK, là, il y a vraiment eu un coup d'accélérateur, et je pense qu'il s'est autorisé justement ses sentiments à monter à la surface, etc. Donc oui, c'est lui qui m'a dit je t'aime, il m'a présenté à ses parents tout de suite. C'était très fusionnel comme un début de relation, sans tomber justement dans le passionnel où on s'enferme
s'isole comme j'ai pu avoir avec d'autres relations. Là, c'est, viens, je te fais rencontrer mes amis, je rencontre les tiens, on passe du temps ensemble, mais on s'ouvre aussi, on reste pas juste dans notre bulle, même si, j'adore ça, hein, rester dans ma bulle avec mon chéri aussi, mais c'était pas que ça justement et donc ça, c'était hyper équilibré. Les premiers mois, moi, j'avais peur par contre. J'avais quand même, tu sais, cette petite blessure là du rejet qui était, quand même pas très loin parce que je me disais, «Oui, mais imagine demain, il m'envoie un message de nouveau comme il m'a dit la première fois, comme quoi, en fait non, il se rend compte que il a pas vraiment de sentiments, que c'est pour oublier son ex, des trucs comme ça. Donc c'est vrai que les premiers mois, moi j'étais toujours en mode est-ce que ça va? Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que j'en fais pas trop? Puis au final, comme je te disais, moi j'ai un peu du mal à retenir mes démonstrations d'amour, on va dire. Donc au final, je me suis dit, tu sais quoi, fais comme le début de votre relation, enfin comme quand on se voyait sans que ce soit sérieux. Je dis juste continue d'être toi-même parce que ça fonctionnait super bien et donc c'est ce que j'ai fait et ça a été. Et puis je me souviens un jour, il m'a parlé. Donc ça c'était, on s'est mis ensemble en mars et un jour vers le mois de juin, je pense, il me dit on a invité à un mariage en décembre. Du coup, il faudra voilà qu'on a. Et j'étais là, ah ouais, il se projette avec moi jusqu'en décembre, yeah. Et en fait, là, je me suis dit non, mais arrête de t'inquiéter, arrête de te faire des fake scénarios. Bon, c'est peut-être mon côté anxieuse qui parlait à ce moment-là, mais je me suis dit, tu sais quoi, profite, t'es avec la bonne personne, tu le sens, t'es super bien avec, il y a tout qui se passe bien, donc il n'y a pas de raison. Et de nouveau, quand bien même il arriverait quelque chose, ça arrivera pour une raison. Mais là, maintenant, dans l'instant présent, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Et pareil, quand j'ai lâché prise là-dessus, de nouveau, j'ai pu profiter encore plus de cette relation qui était déjà super belle de base. Et après, ça n'a fait que de devenir de mieux en mieux. Je veux dire, 1 an après, on emménageait ensemble. En plus, c'était juste avant le Covid, mon Dieu. Donc, c'était le test ultime, tu vois. Je pense qu'on a emménagé en février et en mars, on nous annonçait le confinement, tu vois. Donc, on était là, bon, ok, on va voir ce que ça donne de vivre ensemble. Le crash test. Et c'est ça, le crash test, vraiment. Et puis, ça s'est super bien passé. Après, on a emménagé dans un autre appartement un peu plus grand. Puis finalement, on a trouvé la maison. Ça s'est passé très vite aussi, ça. Lui, il est architecte, donc il rêvait d'avoir une maison depuis toujours. On est venu visiter celle-ci. Moi, j'ai eu un coup de cœur. Je me suis dit, en plus, comme ça, je pourrais avoir mon chien, parce que ça y est, j'ai mon jardin. Et lui aussi, il rêvait d'un chien, etc. Donc, finalement, les choses se sont mises et on a commencé à construire notre foyer, notre petite famille. Et là, j'ai envie de dire, quand on se regarde, c'est peut-être cliché, hein, mais c'est toujours comme au début, quoi. Il y a toujours autant d'amour, il y a toujours autant de démonstrations, il y a toujours autant d'attention l'un envers l'autre, beaucoup de regards tendres. Enfin, vraiment, il est ma safe place et je pense que je suis sa safe place et c'est ça qui fait que notre relation est restée et je pense restera un cocon qui est rempli d'amour et rempli de tendresse. Et oh là là, c'est très guimauve hein, tout ça, mais bon. Non, mais on adore, mais vraiment, mais c'est trop beau ce que tu dis. Et tu vois, je comprends tes doutes au départ. Tu sais, il t'avait dit non, puis finalement, il a changé d'avis. Du coup, il y a ce petit message quand même qui reste dans ta tête pendant quelques temps en mode, mais et s'il rechangeait d'avis, tu vois? Ouais. Et je pense que c'est totalement normal d'avoir ce sentiment-là, parce que forcément, tu as toujours cette petite insécurité de te dire, «Oh, mais si ça s'arrête du jour au lendemain, qu'est-ce qui se passe, Mmh. etc.» Et puis au final, au fur et à mesure, tu vois, tu as toujours des preuves qui montrent que la personne, elle est là, qu'elle a envie de rester là et qu'elle est Mmh. bien. Et au final, ça se projette, tu commences à créer des projets et tout. Et du coup, tu t'es rassurée finalement. Mais je comprends totalement tes premiers doutes, tu vois, enfin les doutes des premiers mois où tu te posais quelques petites questions. C'est ça. Et ça, tu l'as. Oui, oui, je lui disais: «Écoute, parfois je suis pas sereine, quoi». Mais je savais vraiment que ça venait d'une blessure du rejet, que oui, j'avais tellement eu mal quand il m'avait dit non et puis ça, à mon avis, ça faisait remonter aussi toutes mes ruptures où c'est mes ex qui m'avaient quittée, tu vois? Où je te disais, c'était des cataclysmes à chaque fois que je vivais et donc d'office que ça a réveillé ces expériences-là, donc d'office que ça réveille de l'insécurité et cetera. Mais tu sais, au final, cette période où j'avais peur, où j'étais pas sûre, elle m'a forcée aussi à vraiment faire confiance. Et faire confiance de manière générale, c'est-à-dire faire confiance en la vie, dans le sens, il se passera ce qui se passe, mais
juste là, ma grande, profite parce que chaque instant est précieux. Pas dans le sens où profite parce qu'on sait jamais que demain ce soit terminé. Non, mais juste fais confiance en ce qui se passe. Si t'es là maintenant, c'est pour une bonne raison et c'est que dans tous les cas, tu vas vivre plein de choses que t'es supposé vivre. Tu vas apprendre des choses. Enfin voilà. Fais confiance, mais aussi fais-lui confiance. Parce que mais c'est pas un enfant, c'est un adulte qui est capable aussi de gérer ses propres émotions, qui communique. Enfin, je veux dire, ça, il y avait pas de souci. On a toujours bien communiqué. Et je crois que c'est ce qui fait partie aussi de la, j'aime pas dire ça, mais la réussite de notre couple. Mais fais-lui confiance aussi parce que si jamais il éprouve des choses, il a des doutes, etc., il t'en parlera. Donc pourquoi moi je dois m'inquiéter toute seule de mon côté? T'inquiète, il pourra venir si jamais. Et puis fais-toi confiance aussi. Dis-toi que les choses peuvent bien aller et c'est pas parce que tu as vécu le rejet dans le passé que ce sera d'office le cas ici aussi. Donc vraiment, ça m'a appris à m'apaiser à tous ces niveaux-là, m'apaiser avec moi-même, m'apaiser avec l'autre et m'apaiser avec la vie de manière générale. Donc au final, c'est bien. C'est des expériences qui te forgent aussi, je pense. Donc là, ça m'a permis de travailler sur cette blessure et au final, tu vois, même si je vais pas dire que ça y est, moi j'ai plus de blessure du rejet du tout. Non, on est bien d'accord. C'est des choses qui sont tellement profondes et qui te marquent profondément. Mais par contre, tu peux apprendre à les relativiser, à les voir d'un autre regard, à travailler dessus, à petit les guérir. Et là, ça a été une expérience qui m'a donné l'opportunité du coup de travailler là-dessus. Donc au final, je suis reconnaissante aussi pour cette période, ce début un petit peu bancal par rapport à ma confiance, mais qui au final s'est renforcée avec les semaines, les mois et les années. J'adore complètement. Enfin, je suis complètement d'accord avec toi et je comprends complètement ta vision des choses. Donc, merci pour ce partage. Et du coup, j'en viens à te demander, parce que tu parles un peu de la communication qui est un des piliers de votre relation. Pour toi, ce serait quoi, tu vois, après 6 ans de relation, les choses qui font que votre relation aujourd'hui, elle fonctionne, qu'elle est saine et durable? Je dirais déjà que premier grand point, c'est qu'on communique beaucoup. Comme quoi, il n'y a pas de secret. Hein. De chaque fois, on dit ouais, la clé, c'est la communication, mais vraiment, faut savoir que en 6 ans, on n'a jamais eu de grosses disputes. Enfin, même des disputes tout court, je pense que le max que ça doit durer, c'est 5 minutes, quoi. C'est vraiment, sur le moment, il y a un désaccord, et puis après, on désamorce tout de suite. Parce qu'en fait, justement, on laisse pas le temps au truc de prendre de l'ampleur. Alors, ça va vraiment dépendre d'un couple à l'autre et je suis pas en train de dire qu'un couple normal ne doit pas se disputer. Justement, on aurait plus tendance à entendre l'inverse de un couple qui se dispute pas, c'est bizarre ou tout couple doit se disputer. Je veux dire ça, c'est vraiment propre à chaque relation. Moi, je suis de nature très posée, très calme, très capricorne. On analyse les faits et on en parle, voilà, et c'est tout. Et lui, il est très pas forcément à aller au conflit non plus. Donc ça, je veux dire, ça va être quelque chose qui nous a facilité la vie, c'est que si à un moment, il y a un désaccord, il y a quelque chose pour lequel on n'est pas sur la même longueur d'onde, on n'a aucun mal à en parler directement parce qu'on n'a pas envie que ça devienne une montagne, tu vois. Et ça, moi, je vais dire, c'est mes précédentes relations aussi qui m'ont un peu traumatisée à ce niveau-là, c'est-à-dire que j'ai eu des ex-copains qui étaient justement très dans le je garde tout pour moi, je te dis rien, et puis à un moment, je te balance tout. Et toi, t'es là, t'es en mode, attends, moi, j'ai rien vu venir, qu'est-ce qui se passe? Ou alors, oui, des ex qui étaient très compliqués, à chercher toujours la petite bête, etc. Ça, voilà, ici, Amaury, il est pas du tout comme ça, donc mon Dieu, je me dis, j'ai bien affiné, tu vois, comme je te disais, relation après relation, tu commences à savoir ce que tu veux. Ça, moi, je voulais quelqu'un de pas compliqué, qui dit les choses, qui se prend pas la tête. Je pense que c'est une de nos forces, c'est qu'on n'a pas peur d'aborder les points qui font mal, parce qu'en fait, on sait que c'est pas quelque chose qui va nous nuire, mais c'est quelque chose qui va nous permettre justement de mieux construire. Et je parlais avec une copine justement hier, où elle me disait pareil, elle me disait, mais en fait, le fait de parler des choses qui dérangent, c'est la preuve que tu veux avancer avec cette personne. Tandis que quand tu gardes les choses pour toi, que tu dis non, c'est bon, allez, non, c'est bon, on va pas en parler, ou ci, ou ça je garde pour moi, ou je lui en veux intérieurement, mais je lui dis pas, quelque part, tu sais que ça, à un moment, ça va mener droit dans le mur, tu vois, parce que soit tout va sortir, soit il va y avoir des rancœurs, va y avoir des frustrations cachées, etc. Et ça, tu sais que dans une relation, c'est pas viable. Donc ici, le fait d'en parler, c'est aussi une preuve d'amour. Et on essaye de le voir comme ça aussi du plus possible. Puis après, ce qui a beaucoup aidé, c'est qu'on a un réel intérêt l'un pour l'autre, dans le sens où on veut
se connaître le mieux possible l'un l'autre. Pas seulement savoir ce que l'autre aime, mais aussi savoir ce que l'autre n'aime pas, ou ce qui le dérange, ou les situations qui ne lui conviennent pas, les valeurs aussi, tout ça. Je veux dire, par exemple, moi, je suis quelqu'un au caractère plutôt introverti, et donc, quand on sort, je peux vite avoir, tu sais, ma batterie sociale qui... Elle descend en flèche, tandis que lui, c'est l'inverse. Lui, c'est un extraverti, il peut devenir copain avec tout le monde. Quand je l'ai rencontré, 3 mois après, on faisait son anniversaire, je pense qu'il avait invité 100 personnes. Moi, mon max, c'est 10 personnes, tu vois? C'est un petit peu la différence. Mais on sait ça, l'un de l'autre. Et donc lui, si jamais on sort avec ses copains et qu'à un moment, je lui dis, à 23h, je dis: «Écoute, moi, là, j'en peux plus, il faut que je rentre». Mais en fait, il va pas m'en vouloir, il va pas me tu sais, il va pas me dire: «Oh, tu pas drôle, t'es pas fun, on pourrait rester encore un peu» et cetera. En fait, il connaît mes limites et donc il sait que, ben là, OK, je respecte tes limites, on rentre. Tout comme moi, je vais jamais l'empêcher de sortir, de faire ce qu'il veut. Il peut même dire tous les soirs: «Beh, écoute, là, je vois des copains tous les soirs, des amis, en fait, vas-y, parce que je sais aussi que tu as besoin de ces échanges, etc., de cette vie sociable». Donc c'est ça, quand je dis on a un profond intérêt l'un envers l'autre, c'est que on veut parfaitement, enfin, du mieux possible connaître le fonctionnement de l'autre pour pouvoir justement comprendre les réactions de l'autre et donc pouvoir anticiper aussi et ne pas se braquer si à un moment l'autre fait quelque chose qui moi me correspond pas ou inversement. Juste, ben voilà, on connaît nos valeurs, on connaît nos limites, on connaît notre fonctionnement et on sait ce qui nous plaît, on sait ce qui nous plaît pas. Et ça, je pense que ça vient vraiment fluidifier la relation et on projette pas nos attentes sur l'autre, tu vois. Juste, on l'accepte comme il est et on fonctionne l'un avec l'autre. Je sais pas comment expliquer. Dis-moi si c'est Ah mais c'est très clair. ok. Pardon. Vous respectez les besoins de l'un et l'autre. Quand vous sentez que bah, la personne elle a besoin peut-être de plus de calme ou elle a besoin de sortir, etc., vous l'acceptez. Enfin, en fait, vous arrivez à manager, je sais pas comment dire, vos deux personnalités, vos deux besoins et en trouvant votre équilibre, en fait, tout simplement. Mais en vous laissant aussi être libre dans vos besoins, vos envies, dans le fait de faire ce que vous avez besoin et envie. Ouais, ah oui, mais c'est carrément. En fait, c'est la liberté d'être soi au sein du couple. Et la liberté d'être moi, Manon, l'individu, et d'être lui, Amaury, l'individu, et pas se dire on ne fait qu'un et du coup on doit faire tout pareil. Genre, s'il y en a un qui veut sortir jusqu'à 2h du matin, l'autre est obligé de suivre aussi. Enfin, tu vois, pas ce genre de choses. Juste, on accepte qu'on est deux êtres humains à part entière qui fonctionnent ensemble. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui va nous permettre de fonctionner vraiment à long terme et qui a fait ses preuves vu que, oui, en 6 ans, je te dis, c'est très rare qu'on ait des conflits parce qu'en fait, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de j'aimerais que tu fasses ci, j'aimerais que tu sois plus comme ça, en sachant que ce n'est pas lui ou que c'est pas moi. Juste, on harmonise en fait les choses autour de ça et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. En tout cas, dans notre cas, c'est ce qui fonctionne. Trop bien. Bah tant mieux, j'ai envie de te dire. Oui. Mon Dieu, oui. Mais il m'a fallu pas mal d'expérience avant hein, pour en arriver là. Parce que justement, je trouve que quand t'as un partenaire qui est pas forcément comme ça, genre, de nouveau, mon premier amour, très, très jaloux, très possessif, ben, moi, j'ai vu que, du coup, ça m'impactait aussi et je devenais, alors que moi, je veux dire, je suis jalouse comme n'importe qui et quelle fille, si jamais il y en a une qui prend mon chéri, c'est pour lui faire un câlin, des bisous, etc. Je vais être un peu en mode, je ne te connais pas, qui est dessus. Mais je veux dire, de base, je suis pas jalouse du tout. Mais avec cette personne-là, je l'étais x10, tu vois, parce que lui projetait énormément de choses sur moi. Du coup, moi, je l'ai reprojeté sur lui. Il m'empêchait de faire plein de choses par peur de. Du coup, moi, je me disais, bah alors lui aussi, il doit pas faire ça. Enfin, en fait, on se laissait pas justement, tu vois, être chacun sans. Enfin, il y avait pas de confiance, il y avait rien, et on ne se laissait pas être des êtres humains à part entière. On voulait absolument être fusionnel, le même être humain qui partage un corps presque, tu vois. Et ça, ben ça, moi, je me suis vite rendu compte que c'était pas viable. Tu peux pas. Mais c'est pas sain, ouais. Non, c'est ça, c'est pas sain. Et puis, à un moment, il y en a un des deux qui va péter un câble, quoi. Souvent, celui qui n'a pas l'ascendant, parce que celui qui a l'ascendant, c'est bien celui qui contrôle un peu, ben, on va faire ci, on va faire ça, on va fonctionner comme ça. Ok, c'est bien, c'est lui qui a le lead, mais la personne derrière que tu empêches d'être elle-même, mais à un moment, elle va en avoir ras-le-bol, ou à un moment,
même plus grave, elle peut totalement se perdre, tu vois, et devenir l'ombre d'elle-même dans ce couple, quoi. Donc ça, c'est... Non, faut se laisser la liberté d'être soi et fonctionner comme ça, parce que je trouve que c'est aussi la plus belle preuve d'amour, c'est l'acceptation de la personne dans son entièreté, finalement. Et de fonctionner avec elle. Bah écoute, j'ai rien de plus à dire, hein. Je suis totalement d'accord. On est sur la même longueur d'onde. C'est ça. Bah écoute, j'adore. Non, mais c'est la preuve que voilà, vous avez réussi à construire une relation qui est saine. Mhm. Vous avez réussi à être chacun en tant que personne vous-même et aussi bah, construire aussi votre couple au milieu de tout ça, au milieu de votre personnalité, enfin de vos deux personnalités. Et je pense que ça, c'est la plus belle chose que tu peux réussir à construire dans une relation parce que personne se perd et personne, comme tu dis, ne devient l'ombre de soi-même. Oui, c'est ça. Et puis, il y a aussi toute cette histoire de sacrifice, etc. Oui, il peut y avoir des sacrifices. Et je vais pas mentir, j'en ai fait. Mais de nouveau, là, il y a une certaine limite, tu vois. C'est jusqu'à où Mm. est-ce que j'accepte certaines choses, etc. Et c'est vrai que du coup, de notre côté, c'est plus, ben, on va se laisser la place qu'il faut. On va se laisser l'espace dont on a besoin pour aussi avancer individuellement. Mm. Je pense que c'est une bonne clé. Bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces clés. Je pense que ça va aussi inspirer beaucoup de personnes, notamment peut-être des personnes qui, tu vois, ont vécu des histoires compliquées ou qui sont dans une histoire compliquée actuellement, et qui savent pas vraiment à quoi ressemble, tu vois, une relation saine. Donc merci pour ce partage. Écoute, j'aime bien poser cette question, tu vois, pour conclure les épisodes. Si demain tu rencontres quelqu'un qui ne croit plus en l'amour, qu'est-ce que tu lui dirais? Regarde des Disney. La boucle est bouclée. Non, 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 je dirais pas ça. Je dirais pas ça, justement. Quelqu'un qui croit plus en l'amour, déjà, c'est... J'aurais envie de poser la question de... Quelle est ton histoire, en fait? Parce que je pense que arriver au stade de plus du tout croire en l'amour, c'est qu'on a été souvent blessé, c'est qu'on a été souvent... peut-être même maltraité dans ses émotions, enfin de toutes les façons possibles qui soient. Et du coup, je pense que la première chose que je dirais, c'est on s'en fout de l'amour avec les autres, on va essayer de retrouver l'amour par rapport à toi, de se retrouver soi en fait, et de réapprendre à s'aimer d'abord. Parce que je pense que ça aussi, hein, tu peux pas aimer pleinement ou même croire en l'amour si tu as perdu l'amour que tu as envers toi-même. Or, je pense que quand on vit beaucoup de blessures, de maltraitance, de souffrance, etc., ben, on se détache aussi pas mal de soi. On se détache de ses émotions envers soi. Et donc, pour moi, le plus important, ce serait de se dire, ben, viens, on va retrouver l'amour, mais à l'intérieur de toi. Et je t'assure que si tu fais ça, petit à petit, l'espoir de pouvoir partager cet amour que tu es en train de ressemer et de refaire grandir à l'intérieur, ben, tu vas avoir envie de le partager avec quelqu'un d'autre ou pas, ou peut-être qu'il te faudra juste le temps de d'abord profiter de cet amour avec toi-même. Mais dans tous les cas, ce sera une forme de j'ai retrouvé l'amour aussi. Je pense que être détaché de soi et de l'amour de soi, c'est aussi quelque chose de très douloureux dont on se rend pas forcément compte parce que de nouveau, ben, on n'insiste pas sur ce point-là, de à quel point c'est important en fait d'arriver à s'aimer avant les autres, et donc on pense pas à faire ce travail. Mais c'est une des plus belles choses qui puissent nous être données de faire aussi sur cette terre, c'est d'apprendre à reprendre soin de soi, à se reprendre dans les bras, à rassurer peut-être les petites enfants intérieurs de nous-mêmes qui ont été blessés peut-être par des relations, etc. Et juste aller rapporter beaucoup d'amour dans un premier temps là-dedans. Et après, bah, les beaux jours reviennent. C'est hyper beau ce que tu dis et j'ai envie d'aller encore plus loin dans ce que tu partages. Est-ce que tu aurais, tu vois, des conseils justement à donner ou des clés ou des actions peut-être à mettre en place pour aider une personne à reprendre confiance en elle et retrouver l'amour d'elle-même? C'est un travail de longue haleine. Moi, je suis encore dedans hein, parce que on a tous des blessures de notre passé, on a tous des traumatismes aussi, parce que souvent, quand on parle de traumatisme, tu sais, on pense à des violences, à des gros trucs, tu vois, qui se sont passés dans notre vie, mais parfois, le simple fait d'avoir été quitté par quelqu'un,
comme je disais, ça ouvre une blessure, notamment la blessure du rejet, de l'abandon ou quoi. Et ça peut créer des mini-traumatismes aussi, des choses qui sont arrivées petits ou quoi. Donc, il y a des choses qui sont profondément ancrées en nous, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas guérissables. Et comme je disais, c'est un travail de longue haleine parce que parfois, oui, il faut le temps d'appliquer tous les jours de la pommade sur nos blessures pour les voir cicatriser. Mais ça fait partie aussi du processus et je trouve que c'est une belle preuve aussi envers soi. Et donc moi, les conseils que je donnerais, déjà, c'est d'accepter que là, on est peut-être cassé, tu vois. D'accepter que là, il y a peut-être des fêlures à l'intérieur, il y a peut-être des blessures qui se sont ouvertes, des plaies, etc. D'accepter qu'on n'est pas parfait, parce que c'est ce qu'on nous demande d'être, mais personne ne l'est. Hein. Je pense que si on nous voyait en tant qu'être humain avec toutes nos petites blessures, on serait étonné de voir à quel point les gens ont des cicatrices sur eux, qui transportent avec eux. Et déjà, ça, c'est un premier pas vers l'amour de soi, vers le fait de se dire, j'accepte que j'ai des fêlures, mais du coup, l'acceptation me mène vers la guérison. C'est comme ça que je vais pouvoir entrer dans ce processus de maintenant je fais un pas en avant. Et un pas en avant, ça peut être quoi? Ça peut être en parler avec quelqu'un, même en thérapie, tu vois. Moi, je suis à fond, je prône à fond la thérapie. Ici, moi, je me fais accompagner sur mon système nerveux, justement pour aller libérer peut-être des traumas, des petites choses qui sont restées coincées. Mais ça peut être ça, mais ça peut être aussi à partir de maintenant, je sais pas, je m'accorde les 15 premières minutes de ma journée, c'est juste pour moi. Ça peut paraître petit, hein, mais en fait, déjà ça, c'est un petit pas. Et ce qu'il nous faut, c'est pas faire des grands pas, c'est pas faire des énormes bonds, c'est une multitude de petits pas qui se suivent. Et à force de continuer d'avancer comme ça, c'est là que petit à petit, on se reconnecte à soi, on se retrouve, on apprend à réapprécier sa propre compagnie, mais aussi on apprend à reprendre soin de soi comme l'adulte qu'on est supposé être pour nous-mêmes. Moi, il y a une phrase que je me dis beaucoup ici depuis mon processus de guérison, c'est « Je suis mon propre parent ». Je prends soin de moi comme je prendrais soin de mon enfant. Et ça, à partir du moment où vous prenez ça en compte, où vous vous dites, ok, à partir de maintenant, j'agis comme mon propre parent, il y a beaucoup de choses qui changent. Par exemple, c'est des bêtes exemples, hein, mais manger avec mon téléphone, je fais plus parce que je sais que c'est pas bon pour moi, je sais que c'est pas quelque chose que je laisserais faire mon gosse, tu vois, être sur la tablette ou quoi et manger en même temps. Et tu vois, il y a plein de petites choses comme ça. Le fait de mal me parler, non, moi je laisserai pas mon enfant, je laisserai personne parler mal à mon enfant. Ou le fait de rester assise toute la journée devant mon ordi, non, pareil, en tant que mon propre parent, j'aurais envie que mon enfant aille prendre l'air, etc. Voilà, c'est des exemples assez classiques de la vie de tous les jours, mais tu peux appliquer ça sur tellement de choses. Ton enfant, t'as envie qu'il ait une bonne estime de lui-même, t'as envie qu'il s'aime, t'as envie qu'il se répète des phrases positives. Tu sais, parfois on voit les vidéos de parents là qui chantent des chansons en mode affirmation positive pour leurs petits. Adopter la philosophie « je suis mon propre parent », c'est adopter un comportement bienveillant, d'amour envers soi-même. Et parfois, si je vais même plus loin, il y a peut-être des personnes ici qui nous écoutent qui ont manqué d'amour dans leur cocon familial, qui ont peut-être eu des parents, tu sais, émotionnellement immatures ou des parents qui n'ont pas été dans la capacité de leur apporter ça. Et en fait, c'est pas grave parce que vous pouvez vous l'apporter là maintenant. Vous pouvez décider là maintenant de dire, à partir d'aujourd'hui, c'est moi mon propre parent et je vais me donner tout ce que j'ai peut-être pas eu dans mon enfance, mais je peux me le donner aujourd'hui. Et ça, c'est un long processus, mais c'est un processus qui fait un bien fou, en fait. Donc, voilà, ce serait ma petite philosophie à partager qui te mènerait vers beaucoup plus d'amour de toi parce que tu te rends compte que tu prends en main, en fait, la petite toi. Et ça, c'est hyper émouvant, en fait. Et c'est hyper beau quand tu y réfléchis. J'adore. Non, mais c'est trop beau. Franchement, merci beaucoup pour tout ce partage. Et franchement, tu as donné plein de beaux conseils. Et je pense que c'est tellement important. Enfin, c'est quelque chose sur Yes I Do dont je parle beaucoup, c'est l'amour de soi. Parce que je pense que c'est aussi une des clés qui fait qu'une relation peut être épanouie. Et merci beaucoup pour tout ce partage. Est-ce que tu aurais, pour conclure cet épisode, un message à passer à ton chéri peut-être et aussi peut-être aux auditeurs de Yes I Do? Oui, 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 oui. À mon chéri, j'ai envie de lui dire merci pour ces 6 dernières années qui sont un bonheur, un océan de bonheur et vraiment j'espère que
que ça continuera encore et encore, qu'on finira vieux, tout croutonnés l'un à côté de l'autre, avec tous nos chiens, tous nos chats, près de la mer, parce que je lui ai dit que je voulais finir mes jours à la mer. Donc, j'espère qu'on sera assis tous les deux, tu sais, tout fripés sur nos transats, à regarder le coucher de soleil, main dans la main. Et à tous les auditeurs de Yes I Do, déjà, vous avez très bon goût parce que vous êtes ici, sur le podcast de Carole. Et vraiment, c'est du partage tellement... on a besoin de ça. Donc... merci Carole aussi, je te fais un petit message au passage parce que on a besoin de ce genre de contenu. Et aimez-vous. J'ai l'impression d'être Jésus quand je dis ça. Mais c'est vrai, je pense que ouais. De nouveau, c'est un truc qu'on entend partout et tu le dis toi-même, tu t'en parles souvent dans ton podcast, mais oh mon Dieu, pour avoir vécu des périodes compliquées là, dépression, burn-out, tout ça, je peux vous assurer que le moment où vous décidez de prendre la décision de maintenant ça suffit, c'est moi et personne d'autre, et je mérite autant d'amour que ce que j'ai pu donner autour de moi, ça fait du bien et ça mène à beaucoup beaucoup de belles choses. Et voilà, donc ouais, aimez-vous d'abord et j'espère que où que vous en soyez dans votre vie, amoureux, célibataire, peu importe, j'espère que vous êtes heureux. Et je vous souhaite que le meilleur. Voilà. Merci beaucoup Manon, merci pour tes mots. C'était vraiment trop chouette de parler d'amour avec toi. Merci Carole, j'ai adoré aussi. Merci beaucoup.